D'abord à ma droite, Violaine de Philippis. Bonjour. Violaine, on va se tutoyer parce que voilà, ça va être plus agréable. Violaine, donc tu es avocate, tu es spécialiste du droit des femmes, pour le dire rapidement, ancienne porte-parole d'Oser le féminisme et très impliquée sur tous ces sujets-là. Donc tu fais figure d'experte. Tu n'as pas le droit à l'erreur aujourd'hui, Violaine. La pression. La pression, exactement. Et j'ai aussi la chronique le mercredi dans l'UMA. Lisez-la demain. Tout à fait. Et c'est sur quoi tu nous justement, c'est sur l'éducation à la sexualité. C'est pour ça que je fais en parallèle. On est en plein dedans. Voilà. Parfait. Eugénie Barbeza, je sais pas. Mais parfait. C'est parfait. Mais j'ai pas écorché ton nom de famille. C'est ce que je disais juste avant qu'on prenne l'antenne. On présente trop facilement les femmes avec leur surnom, leur petit prénom, etc. Donc j'avais envie de dire ton nom de famille. Tu es journaliste à l'Humanité, Eugénie, et tu as suivi la conférence de presse ce matin des associations qui sont spécialistes de ces sujets-là, d'éducation à l'enfance, d'éducation sexuelle pour les enfants. Et tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Voilà, c'est des associations qu'on connaît. C'était notamment le planning familial, tout un tas d'organisations qui avaient publié, je crois, au printemps dernier, un livre blanc pour réclamer une éducation à la vie affective et sexuelle complète dans les établissements scolaires, alors que c'est obligatoire, mais ce n'est toujours pas le cas. On y reviendra. Et du coup, ce que tu nous disais, c'était que cette réunion avec les associations, elle était prévue depuis longtemps, mais il se trouve que ça arrive en pleine polémique. Je vais essayer de la résumer, cette polémique. Vous me direz, en fait, en travaillant un petit peu le sujet, j'ai bien compris que ce n'était pas, du coup, ça ne venait pas de la gauche au gouvernement, la polémique, mais bien finalement interne au gouvernement et avec la droite et l'extrême droite, puisque du coup, en vérité, c'est le ministre délégué sur l'éducation supérieure qui est monté au créneau, qui s'est fait un petit peu le porte-voix de la droite et de l'extrême droite pour dire il va y avoir dans quelques jours le programme sur l'éducation sexuelle qui va être publié, et on y trouve beaucoup trop les questions de genre. Il répète à l'envi, donc Alexandre Portier, qu'il y a donc la théorie du genre qui est surdéveloppée. Alors la théorie du genre n'existe pas. Première chose, la théorie du genre, c'est c'est une pure invention qui a déjà été utilisée en France au moment des ABCD de l'égalité, au moment où Najat Vallaud-Belkacem proposait aussi ce type de programme salutaire. Et donc voilà, c'est complètement faux. Alors on ne sait pas si Portier, il se faisait le porte-voix ou s'il essayait de récupérer des voix ou de pas tomber tout de suite, de garder un peu son poste. Enfin, toujours est-il que c'est quand même une offensive de la droite conservatrice, très conservatrice, qui va du Figaro à toutes les chaînes de Bolloré, et bien sûr le Rassemblement national en première ligne avec des propositions de loi pour revenir sur la fameuse loi de 2001 dont tu vas parler, Violaine, qui instaure justement l'obligation d'une petite éducation à la vie affective et sexuelle. On rappelle que c'est quand même 3 séances d'1h30 à 2 heures par an. Donc et on est pas d'accord. quand même... Oui, bien sûr. Et que oui, c'est pas un formatage. C'est peanuts. Et en plus, voilà, des chiffres qui ont été donnés ce matin, c'est seulement 15% des élèves en primaire qui en bénéficient et 20% au collège. Enfin, tu avais même des chiffres un peu plus élevés. Moi, c'est des chiffres qui ont été donnés ce matin du planning familial. C'est vraiment... c'est une faute, en fait. C'est un manque. Parce que, alors, juste pas pour rentrer en contradiction avec ce que tu as dit, Mejda, c'est juste que ce matin, elles ont dit, les filles, c'était des filles du planning familial et des autres associations, c'est pas un truc de féministe. C'est un projet de société. On est vraiment projet de société contre projet de société. Un projet de société où on va apprendre à vivre ensemble, à se respecter dès le plus jeune âge, et un projet de société patriarcal où on va pouvoir continuer à écraser les filles symboliquement ou physiquement. Mais alors, tu as tout à fait raison, Eugénie, de me reprendre là-dessus. Parce je ne reprends pas, je précise. Non, mais là où tu as tout à fait raison, et ça me permet du coup de lancer ma première question, c'est que en creusant un petit peu le sujet, j'ai vu que même la droite dit qu'il faut une éducation à la sexualité. J'ai vu que notamment Aurore Berger, qui n'est pas connue pour être la plus féministe des féministes, pour le dire simplement, avait signé une tribune pour défendre ce programme. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet-là? À quel point est-ce que le programme qu'on va nous présenter, il n'est pas déjà problématique au sens, il ne contient pas déjà des idées un peu conservatrices ou pas?
Alors peut-être une précision, oui, c'est comme tu l'as dit, le programme va bientôt être présenté, donc le nouveau, on ne le connaît pas officiellement, même si, donc Eugénie, tu disais effectivement que dans les milieux journalistiques, vous aviez pu Oui, on a pu l'avoir. Et par rapport à celui que tu peux détailler, qui a été présenté donc au CESE au printemps dernier. En mars 2024, il y a eu un premier programme. On peut vous mettre le lien dans le chat. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier programme, donc on va dire en mode projet, qui a été présenté au printemps. Ce n'est pas celui-ci qui va être adopté. On attend une deuxième version, mais vous pouvez d'ores et déjà consulter le premier volet, enfin le premier projet qui est intéressant et qui contient déjà beaucoup de précisions. Donc Eugénie a eu accès au nouveau programme. Ouais, j'ai passé ma soirée dessus hier, c'est passionnant. Par rapport, alors j'ai pas fait vraiment le comparatif entre les deux parce qu'ils nous ont donné une version mais qui n'intègre pas les corrections visibles. Donc du coup, bon, franchement, il n'y a pas trop à dire, quoi. C'est quand même salutaire que ça existe. Les grandes idées y sont restées. On sent que ça a été, je vais pas dire édulcoré mais des termes plus généraux parfois qui peut-être laissent plus de champ d'interprétation ou en tout cas ne veulent froisser personne. Je crois qu'on est, mais par contre, reste les choses importantes, la connaissance de son corps, l'identification des personnes ressources. Enfin ça tu vas peut-être développer, Violaine, donc je veux pas, mais en gros on reste dans cette ligne-là avec un côté progressif en fonction de l'âge, une éducation à avoir des rapports normaux, j'allais dire, entre garçons et filles. C'est quand même assez chouette en réalité. Bah oui, parce qu'en fait, le consentement n'est pas quelque chose d'inné, c'est-à-dire que les enfants ne savent pas ce que c'est que cette notion, et c'est bien normal, puisque même des adultes ne le savent pas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer que des enfants deviennent adultes en s'auto-façonnant ce genre de notions, en se les définissant, surtout à l'ère où la pornographie présente des relations sexuelles extrêmement violentes et misogynes avec les femmes. C'est pourquoi le fait de faire un programme, on va dire, transparent, puisque tout le monde pourra y avoir accès, le lire, le comprendre, ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'enlever ces croyances qui circulent en ce moment, c'est-à-dire qu'on a tout entendu de la part des réactionnaires sur ces programmes-là. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait ces détails-là qui soient proposés, faut quand même savoir qu'on a entendu que ces cours, ce serait pour apprendre à se masturber, que ce serait pour apprendre à faire des transitions. Alors que... À changer de sexe. Enfin, voilà, tu le dis pudiquement, mais c'est ça. Enfin, c'est ce que disent les fachos, en fait. Tout à fait, les fachos disent n'importe quoi au sujet de ces cours. Et donc, le fait de rendre transparent ce qui doit s'y dire me semble tout à fait salutaire, comme tu l'as dit, Eugénie, puisque ce sont des cours qui, théoriquement, doivent se tenir depuis 2001. C'est une loi de 2001 qui a mis en place ces séances. Qui n'est toujours pas appliquée, du coup ? Qui n'est pas appliquée, puisque, comme on l'a rappelé, les statistiques, c'est 15% des élèves qui ont accès. Et il y a même 25% des établissements qui n'en organisent jamais, donc 1 sur 4. Et puis malheureusement, on le sait, on l'a vu dans d'autres domaines de l'égalité des droits des femmes, que ce soit, par exemple, je pense aux mesures de quotas, de cadres dirigeantes, vous allez voir où je veux en venir, c'est que quand on n'oblige pas, quand on ne sanctionne pas, en fait, la loi, elle reste lettre morte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est nécessaire, du coup, de décrire le programme. Et aussi, il faudra voir si c'est prévu dans les mois qui viennent, de prévoir des sanctions pour les établissements qui ne les mettent pas en place, en fait. Et on sait pourquoi est-ce que c'est pas mis en place ? Est-ce que c'est parce que les profs sont pas formés, tout simplement, ou pas ? Alors, il y a à la fois les profs qui sont censés le faire et les associations. Et ce qu'on a entendu ce matin, c'est que des associations, elles passaient leur temps à refuser parce qu'elles n'ont pas les moyens, en fait. Elles ont des demandes. Il y a des établissements sans doute de bonne volonté qui font des demandes, mais il n'y a pas, elles peuvent pas se démultiplier en réalité. Donc c'est très très compliqué. Et effectivement, je voudrais préciser une chose, cette loi de 2001, elle s'applique dans le public comme dans le privé. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Alors je serais curieuse d'avoir les statistiques du privé, mais peut-être que c'est encore plus faible que. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 25% publics et privés qui ne font jamais ces séances, mais c'est sûrement peut-être plus dans le privé. Ouais. Et puis, même quand ils les font, c'est-à-dire que vous allez me dire, oui, mais donc ça veut dire que 75% les tiennent. En fait, ça veut dire qu'ils en ont tenu une de temps en temps, mais qu'en revanche, quand je vous dis que 15% des étudiants et étudiantes, enfin des élèves, on va dire jusqu'en terminale, n'ont pas accès, sont les seuls à avoir accès, donc 15% seulement des élèves qui ont accès à ces séances, ça veut dire qu'ils en ont eu une de temps en temps dans leur cursus. Alors que normalement, c'est 3 par an. Et combien d'agressions sexuelles et de viols auraient pu être évitées éventuellement ? Et combien d'enfants victimes d'inceste on aurait pu aussi
aussi détecter. Parce que y a ça, c'est que beaucoup d'intervenantes et d'intervenants dans ces séances font un retour aux associations qui est le suivant, qui est de dire en fait, ça permet aussi de libérer la parole des enfants. Or, on sait qu'au minimum, dans une classe de terminale, il y a 3 adolescents sur la classe qui ont été victimes. Et donc, oui, voilà. Et combien, si je te suis, combien de suicides aussi? Parce que ce qui était précisé, c'était Sarah Durocher, moi que j'aime beaucoup, qui est la présidente du planning familial, qui disait que faute d'enseignement de la sexualité, les jeunes, ils vont chercher l'information où? Elle parle d'information dans les contenus pornographiques auxquels ils ont accès. Et de toute façon, on a beau, ils ne seront pas interdits. Donc l'important, c'est aussi de libérer la parole par rapport à ce qu'ils voient sur ces sites-là. C'est-à-dire aussi de les décomplexer, c'est-à-dire aussi de leur apprendre un regard critique sur ces rapports sexuels stéréotypés et violents. En fait, c'est pas la vraie vie. Et en fait, l'important, c'est qu'ils puissent en parler, déconstruire entre eux, échanger entre eux à ce niveau-là. Et du coup, aussi se décomplexer et peut-être construire autre chose, quoi. Oui, avoir un espace pour le faire. Mais tu parlais des blocages. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait de savoir si les mouvements réactionnaires, donc ceux qui disent oui, mais ces séances, ça va servir à apprendre à se masturber, etc. Donc des arguments complètement délirants et faux. Il y a 2 solutions. Est-ce que elles et ils sont conscients qu'ils mentent, ou est-ce que vraiment eux-mêmes baignent dans cette désinformation? Et ça, parfois, je sais pas vous, moi je me pose la question. Moi, j'ai du mal à croire, en fait, parce que comment on peut être contre le fait d'identifier un adulte de confiance? Ça veut dire que, en gros, on doit accepter l'autorité et les dérives de l'autorité et la prédation d'un adulte. Comment? Enfin, je veux dire, est-ce que le conservatisme, ça va pas jusqu'à reproduire une société patriarcale, et puis y compris de violences sexuelles sur les enfants, etc., qui sont quand même très répandues. Si on peut limiter un peu ça. Mais du coup, je me demande vraiment dans quelle mesure c'est conscientisé. C'est-à-dire qu'il y a sûrement ceux qui sont, et ça existe, qui en fait savent qu'ils sont en train de mentir quand ils disent c'est pour apprendre à se masturber, parce qu'ils disent en propageant cette information, je vais réussir à réunir des gens pour être contre ces séances, et donc même en mentant, ça les gêne pas. Mais est-ce qu'il y a aussi des personnes qui, sincèrement, sont convaincues que ça sert à ça? Et il me semble que ça existe. Moi, je vais dans ton sens, Violaine, parce que tout à l'heure, je lisais la pétition de SOS Éducation pour appeler à voter contre ce programme scolaire. Et en fait, tu sens une forme de terreur, d'ignorance et vraiment de crainte absolue. Enfin, vraiment, c'est le mot terreur qui me vient en lisant le programme, de ne surtout pas parler de la masturbation aux enfants, etc. Je veux dire, quand même on leur parlerait, en fait, on parle de l'appropriation de son corps, on parle c'est bien plus loin que tout le reste, et du rapport à son propre corps et au corps de l'autre. Ça paraît tellement important d'éduquer son enfant à tout ça, que effectivement, moi je crois surtout que c'est lié à une culture, à une forme de tradition, de certaines visions de la famille, et qu'il y a une vraie crainte que ça bouge. Et du coup, moi j'avais envie de vous questionner sur les mots qui reviennent et qu'on entend beaucoup. Alors, théorie du genre, tu l'as dit, Eugénie, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, mais est-ce que vous pouvez faire preuve un peu de pédagogie, mesdames, en revenant sur peut-être la peur qui entoure le mot genre? Qu'est-ce qu'il signifie, ce mot genre-là, et les mots qu'on entend tout le temps, woke, par exemple, ils sont persuadés, les mouvements réactionnaires, qu'on va transformer les enfants avec ce genre de programme. Wokiste, selon. Ah oui, alors woke, c'est un mot qui vient de l'américain, déformé. En plus, c'est drôle que ce mot woke se soit approprié par les réacs, alors que c'est de l'américain déformé. Donc tout ce qui est aussi un petit peu, voilà, pour les puristes de la langue française, par exemple, prennent un mot américain, moi ça me fait marrer. Ça veut dire éveillé. Et woke, c'est venu notamment des communautés racisées aux États-Unis qui subissaient des violences et qui se sont éveillées contre ça. Et donc s'éveiller contre les discriminations. Le problème, c'est que le wokisme, c'est accuser les gens de wokisme, c'est déjà les critiques qui viennent, c'est de dire ils se font passer pour des victimes. C'est la terreur de la victime, en fait. Ils imposent leur statut de victime. Ils veulent déconstruire la société en insistant sur leur communautarisme.
Voilà, c'est beaucoup ça qui est reproché. Alors, bien sûr, il y a les communautés queer, il y a les communautés racisées, il y a, voilà. Donc, c'est un mélange de tout ça. Il y a une sorte de panique par rapport au wokisme, voilà, qui est absolument pas justifié, mais bon, qui fait les choux gras des Zemmour et autres. Voilà. Et puis, genre, les études de genre existent, mais elles servent justement à décrire des systèmes de domination qui, à moins qu'on me prouve le contraire, existent. Tout à fait, et d'ailleurs, je rejoins parfaitement Eugénie, mais le fait de ne pas en parler à l'école, ça entretient cet obscurantisme autour de ces problématiques, de ces questions sociétales, de cette évolution de la société. Et je crois que, en réalité, je voyais dans le chat, on parlait de la crispation de la droite sur ces sujets-là, je suis entièrement d'accord, c'est que plus ou moins... consciemment, je dirais, il y a une volonté de ne pas voir ce qui se passe, ce qui est problématique aussi dans notre culture. Et ça, le fait finalement de fermer les yeux, de ne pas voir, c'est très fort, très ancré, je trouve, à droite et à l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est comme si on sacralisait notre culture, comme si chez nous, en France, on ne pouvait pas avoir de problème et que tout venait des vagues d'immigration. Et donc, le fait qu'on pose ces sujets et qu'on dise, mais enfin, en réalité, le sexisme a toujours existé chez nous, de tout temps, à toute époque. Il y a eu des problématiques plus ou moins fortes, à des degrés variables, mais l'idée comme quoi la famille française serait exempte de problèmes est fausse. Et ça, je crois qu'en réalité, la crispation, c'est aussi ça. C'est de surtout pas vouloir voir qu'on a des problèmes aussi dans nos familles, dans nos structures familiales, et que ça remonte à bien longtemps. Je veux dire, finalement, l'origine de nos lois, c'est Napoléon, après la Révolution. Et quand on regarde nos lois françaises, c'était tout à fait sexiste. Donc voilà, il y a une volonté de fermer les yeux. Et on le voit, je trouve, dans ce refus des statistiques, quand bien même c'est des stats officielles. Quand on dit, mais attendez, dans 9 cas sur 10, une victime, elle est violée par un proche. Ça se passe pas au coin d'une rue, par un gars sous OQTF. Quand bien même c'est terrible quand ça se passe au coin d'une rue et qu'il faut lutter contre ça. Et que c'est un vrai problème aussi de société, de pouvoir se balader tranquille dans la rue, c'est un problème, il faut en parler. Mais qu'est-ce qu'on fait des 90% des autres cas, en fait ? Et ça, non, on veut pas voir parce que c'est le cousin, le copain, le père. Et donc ça c'est comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, ça a été rappelé, et ça, c'était très marrant. Je sais pas si tu te souviens, Violaine, quand il y a eu, le rapport de la SIAZ qui a mis en lumière, et c'est salutaire de l'avoir fait, les violences sexuelles dans l'Église. T'avais pas mal de gens de l'Église qui disaient, bon, ok, on prend notre part, mais quand même, le premier foyer des violences, c'est la famille. Et là, il y avait un malaise. Oui, il y a justement effectivement un viewer qui dit que peut-être certains préfèrent laisser les enfants dans une totale ignorance de ce qu'ils considèrent comme un tabou, et ce qui crée évidemment des gros problèmes plus tard. Ce que tu disais, Violaine, tout à l'heure sur effectivement le nombre d'enfants que ça concerne. Je me souviens d'une discussion avec Sébastien Bouaille, le président et fondateur de Colosse au pied d'argile, qui est une association incontournable sur la question de la libération de la parole dans le milieu du sport, et qui me disait, à chaque fois que j'interviens quelque part, dans un club, dans une classe, il y a toujours au moins un môme qui veut me parler à la fin et qui me raconte ce qui lui arrivait à lui. Et en fait, ne pas créer ces espaces-là, c'est de dire à ces enfants, taisez-vous, gardez ça pour vous, et effectivement, on garde ça dans la famille. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mesdames, mais je suppose que oui, mais même. Mais non seulement je suis d'accord, mais j'ai entendu la même chose ce matin de la part des assos qui nous disent c'est important que ce soit aussi des gens de l'extérieur qui viennent dans les classes, parce que du coup, c'est plus facile de se confier à quelqu'un de l'extérieur qu'à son prof de français ou qu'à son prof de je ne sais quoi. Et elles disent à chaque fois la même chose que tu viens de dire, en fait. On fait de la prévention, puis il y a toujours des filles ou des garçons qui viennent nous parler à la fin, et parfois on fait des signalements, etc. Et ça déclenche quelque chose qui va protéger le jeune ou l'enfant. Oui, et je rajoute aussi, au-delà de l'intervention dans les classes, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un tribunal, assisté à comment la justice se rendait dans notre pays. Moi, j'ai été extrêmement marquée. Oui, Violaine, je ne te pose pas la question. J'ai compris que ça t'adressait. J'ai été extrêmement marquée quand j'étais jeune pigiste à Sud-Ouest en Charente, par le fait d'aller donc au tribunal, de sortir des sports, et puisque j'étais la petite jeune, voilà, on me collait à la justice, et d'aller à 14h, et puis d'avoir affaire à une affaire de violence conjugale, à 15h d'avoir affaire à une autre affaire, à 16h, à 17h, etc. Je me souviens de mon état à la fin de la première journée. Et je me souviens, je pense que ma conscience féministe, elle n'était pas aussi construite. Et puis, je crois que c'est aussi un réflexe un peu humain de me dire,
elles en ont rajouté, c'est pas possible. Et en fait, devant l'accumulation, parce que j'ai fait ça pendant 3 mois, devant l'accumulation, tu finis par plus soupçonner que qui que ce soit en rajoute, et tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut changer ça ? Mais je rajoute pour recoller avec ce que dit la personne, c'est que tu constates aussi quand tu vas au tribunal que ce sont globalement les classes les plus populaires et la classe moyenne à la limite qui passe devant la justice. Les classes les plus bourgeoises règlent ça entre elles, voire ne le disent pas. Et donc du coup on en revient peut-être à cette question de la droite bourgeoise qui préfère garder ça historiquement, un peu traditionnellement entre elles, et surtout pas que ça fuite. Bah oui, ça rejoint le taux de classement. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans les tribunaux, pour les viols, c'est jamais que 6%. Donc, dans les cours départementales criminelles maintenant, anciennement les cours d'assises, vous avez 94% des affaires qui ne viennent jamais là-bas, puisque c'est classé. Ça, c'est pas nous qui sommes en train de vous le dire, c'est des stats très officiels, notamment qui viennent du logiciel Cassiopée qui est utilisé par l'État pour traiter ces affaires, des données qui ont été exploitées par la chercheuse Maëlle Stricot pour l'Institut des politiques publiques. Et donc, elle en a fait un long rapport disponible en ligne que vous pouvez trouver. Alors, peut-être qu'on peut le mettre sur le chat éventuellement. C'est le rapport de Maëlle Stricot sur les classements sans suite. Et donc, en fait, déjà, on a cette impression que dans les tribunaux, les juridictions, les cours départementales criminelles, ça s'accumule. Mais en ayant cette impression, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Et parfois même, les personnels judiciaires ne veulent pas y croire. C'est-à-dire que quand j'ai sorti mon livre Classé sans suite, j'ai eu des réactions d'anciens camarades de promotion, donc de confrères que je n'ai pas vus depuis 10 ans concrètement, qui ont écrit sur un groupe WhatsApp de promo « Oui, mais quand même, quand on voit l'accumulation dans les juridictions, c'est pas possible, ces classements-là, parce qu'en fait, eux n'interviennent que quand c'est pas classé. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un déni de société de se dire « Mais réalisons l'ampleur que c'est ce déni de justice. » Pour moi, c'est vraiment terrible, et c'est là aussi vers quoi on doit aller. C'est-à-dire qu'il y a la prévention et l'éducation, et je pense que c'est fondamental pour faire une société où demain il y aura moins de violences sexistes. Il y a aussi pour les victimes actuelles et les adultes que nous sommes, finalement, l'écoute. C'est-à-dire que quand une victime va parler, on devrait lui assurer une enquête digne de ce nom, donc des actes d'investigation. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas souvent. Mesdames, pourquoi, en quoi est-ce que ça consiste pour vous une bonne éducation sexuelle, une bonne éducation affective ? Alors je sais, ça va être assez large, hein. Il y a évidemment tout ce que tu pouvais dire au début sur le consentement, peut-être tout ce qui est de la prévention, de l'identification déjà des violences sexuelles. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un bon programme sur le sujet ? Je vais répondre, mais j'ai envie de réagir. Tu permets ? Mais je t'en prie. Je ne sais pas si on a un peu le temps, mais Violaine, tu as évoqué ces fameuses cours criminelles là, départementales. Là, on a perdu, je crois, un gros bout d'éducation, parce qu'un procès avec un jury populaire, avec des jurés populaires qui vont juger des viols, c'est des gens qui comprennent des trucs et qui peuvent en parler. Être juré, c'est pas rien quand même. Oui, c'est marquant. Et c'est marquant, et du coup, on rentre vraiment dans le détail des choses, etc. Et là, je pense que, enfin, je suis pas la seule à le dire, hein, le syndicat de la magistrature aussi, certains magistrats vraiment hurlent contre ça. Ça a été en 2023, les cours d'assises ont été supprimés. Alors, jamais ils mettent le mot viol, hein, quand ils suppriment, ils disent pas que c'est pour les viols, mais en l'occurrence, pour les crimes qui vont jusqu'à 20 ans de prison, c'est les viols, en fait. Oui, en fait, ces cours sont compétentes jusqu'à 20 ans de réclusion. Voilà. Moi, je suis partagée, je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, mais je suis partagée parce que, comme précisément les jurys populaires sont des personnes comme nous, qui n'ont pas eu accès à cette éducation à la sexualité, je me demande si, pour le moment de bascule de la société, en attendant de former des citoyennes et des citoyens aux violences sexuelles, est-ce que c'est pas, mais j'ai pas de question à ça, de réponse, pardon, j'ai pas de réponse à ça, est-ce que c'est pas, entre guillemets, moins pire de mettre que des magistrats formés en attendant que les citoyens et citoyennes soient formés ? Non, ils le sont pas. Parce que du coup, ils le sont pas comme il y a besoin d'eux, on en récupère un peu partout, hein, il y a déjà des meufs qui... le problème, c'est qu'ils le sont pas forcément autant qu'il le faudrait, etc. Mais en même temps, il y a en tout cas des juges que j'ai rencontrés m'ont dit qu'il y avait une vertu pédagogique et éducative aussi à la justice, etc., qui
pouvait être salutaire en fait, et qui pouvait justement faire changer un peu une société. Oui, alors après, il y a le problème de manque de moyens de la justice. Une des raisons pour lesquelles ces cours qui jugent principalement des viols ont été formés, c'est qu'il fallait raccourcir les délais. On n'a pas assez de recul pour voir si c'est le cas, hein. Mais en l'occurrence, c'est peut-être qu'on a raté un petit peu de possibilités d'éducation. En tout cas, en théorie, un jury populaire, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est la justice rendue par le peuple, donc philosophiquement, je suis entièrement d'accord et mille fois d'accord. Mais dans cet interstice, espérons que ça soit un interstice, oui, voilà. Où on vit dans une société où voilà, malheureusement, les citoyennes et les citoyens ne sont pas formés aux violences sexistes et sexuelles, est-ce que c'est pas moins difficile dans l'urgence de former les magistrates, les magistrats, et donc de faire des cours avec des magistrats formés? Mais bon, elles le sont toujours. Après, on a aussi peut-être une petite caste de magistrats qui va s'occuper de ces affaires-là. Il y a peut-être moins d'oralité dans le procès, donc peut-être c'est moins long, mais peut-être que il y a besoin d'un temps long pour juger les viols. Enfin, c'est tout aussi. Ça dit aussi comment la société s'empare des viols. Pour l'instant, alors moi, c'est a priori l'année prochaine. Là, je suis en fin d'instruction sur un dossier de viol collectif, malheureusement, et donc ce sera comme ces cours départementales sont nouvelles. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester entre guillemets. Tu nous diras. Donc oui, j'espère pouvoir l'année prochaine parce que sur cette affaire-là, l'instruction est toujours en cours. Je pensais qu'on était à la fin. Et pour la victime, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a un énième rapport de demande d'expertise psychiatrique sur un des accusés qui a été demandé avec un délai pour le rendre en mai 2025, sachant que les faits remontent à 2021. Donc voilà. Mais pardon, je fais un. Voilà. Et du coup, on n'a pas répondu à la question. Non, mais c'est pas grave parce qu'il y a quelqu'un qui réagit et qui dit des juristes formés au VSS, donc violences sexistes et sexuelles, mieux que des citoyens juges et surtout plus de moyens dans l'éducation et la justice. Violaine, tu l'évoquais, puis après on raccrochera avec la question d'avant. Mais aujourd'hui, les magistrats, comment est-ce qu'ils sont formés justement sur les VSS ou pas? Est-ce qu'il y a des formations? Aujourd'hui, dans les universités de droit, vous n'avez pas de matière obligatoire sur les droits des femmes. Moi, ça me semble vraiment important aussi de se questionner sur pourquoi est-ce que les étudiantes et les étudiants en droit n'ont pas une matière sur l'égalité femmes-hommes. Parce que ça recouvre justement plein de matières. C'est-à-dire qu'on pourrait parler du droit pénal, on pourrait parler du droit du travail. Et aujourd'hui, ce n'est pas des sujets qui sont assez évoqués à l'université. Il y a des masters plus spécifiques, notamment sur les études de genre, etc. Souvent d'ailleurs raccrochés à la fac de philo ou de sociaux. Mais dans le cursus obligatoire de la licence de droit, il n'y a pas de matière sur l'égalité enseignée de manière obligatoire. Bon, et puis d'ailleurs, je pense que ce ne sera pas pour demain. Parce que déjà, vous voyez que c'est difficile de mettre en place des séances d'éducation à la sexualité jusqu'à la terminale. Donc, alors qu'on parle de 3 par an, donc c'est ce qu'on se disait. Alors demander de réfléchir sur la licence de droit et d'intégrer un segment sur le droit des femmes, je pense qu'il y aura toute une série de profs qui ne seront pas d'accord avec ça. Je pense à certains, mais je ne les nommerai pas. Non, mais donc ça veut dire que non seulement les étudiants et les étudiantes en droit ne sont pas formés, mais tous les magistrats qui exercent déjà n'ont eu aucune update. En formation continue, c'est-à-dire que tu peux avoir ensuite accès, par exemple en tant qu'avocate, on peut s'inscrire à des formations sur les violences sexistes et sexuelles. Ça dépend des barreaux, ça dépend de ton envie ou pas de le faire. En revanche, c'est pas obligatoire. Et pour les magistrates et les magistrats, je pense que maintenant dans leur formation, sûrement qu'ils ont des séminaires sur ces questions-là, mais on voit que ça reste abordé de manière à la marge. accessoire, je dirais, oui. À la marge, c'est encore plus, réaliste, je dirais. Moi, je dis accessoire à la marge, accessoire et à la marge. Alors, donc du coup, je réinsiste avec ma question sur vous. Quels sont les enjeux autour de ces programmes scolaires? Qu'est-ce qu'il faut pour que ces programmes soient correctement faits? Il y a quelqu'un parmi les viewers qui disait qu'il faut apprendre à rire, notamment avec ses enfants de la sexualité. Voilà, pour vous, quels sont les enjeux autour de ces programmes? C'est vrai, il y a cette question dans le rire, je voyais un peu désacralisation et désacralisation aussi de l'autre sexe. Moi, je trouve que c'est... Alors, je sors un peu... Je sais pas, ce que je veux dire n'est pas dans le programme. Hein. Les humoristes, c'est pas la peine de dire que c'est dans le programme et de demander sa suppression. Je parle d'autre chose. Je pense que... voilà, il y a on sépare beaucoup les garçons et les filles dès le jeune âge. Par exemple, je discutais avec une chercheuse qui s'appelle Edith Marius-Jules, qui est formidable. Je ne sais pas si tu la connais. Ah oui, et je la cite justement dans la chronique. Tu spoil la partie d'après, Génie. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle est incroyable. Et toi qui es sportive, évidemment, il faut favoriser le fait que dans les cours de récréation, les enfants ils jouent au même jeu ensemble, pas les mecs sur le terrain de foot ou au ballon au milieu et les filles sur leur petite corde à sauter ou leur
faire petits jeux qui font pas de bruit sur les coins, quoi. Et elle est vraiment là-dessus. Elle est sur construire des espaces de jeux pour les enfants, des cours de récré qui favorisent ça, construire des toilettes mixtes aussi, et pas des espaces fermés dans les coins qui favorisent les choses cachées et peut-être violentes. Donc, je parle pas de toilettes vitrées, les hémoristes. Mais voilà. Non, mais il faut toujours faire gaffe quand on parle. Mais voilà, avoir une certaine mixité, c'est-à-dire de ne pas considérer a priori qu'on est des sexes opposés et que à 8 ans on peut pas aller dans des toilettes où un petit garçon est passé avant, quoi, ou une petite fille est passée avant. Enfin, ça désacralise aussi parce qu'il y a un côté, puis aussi même dans l'attitude des parents, dès qu'un garçon joue avec une petite fille, c'est ta petite copine, bah non, c'est une copine, quoi. Enfin, ça, je pense que tu l'as déjà dit et écrit plein de fois, Violaine, mais voilà, enfin, il y a aussi, au-delà des cours, il y a tout un cadre à mettre en place pour que on n'oppose pas les gamins en les sexualisant, en les assignant à un sexe dès le plus jeune âge, en réalité. C'est la question des rôles, c'est-à-dire, pour répondre à ta question, tu demandais qu'est-ce qu'il faudra intégrer dans ces formations. Je pense que, bien sûr, ça dépend de l'âge, mais en tout cas, quelque chose que je vois se cristalliser assez jeune, je dirais au niveau de l'école préélémentaire. Je fais un travail sur moi pour ne plus dire maternelle. Bien, et tu as raison. Explique-le pourquoi tu dis pas maternelle, c'est intéressant. Alors, parce que, en fait, maternelle, ça renvoie à l'idée de maternité, de la femme, et on a toujours dans notre langage courant, et moi-même je l'ai aussi, ce réflexe de dire école maternelle. Et, alors qu'en réalité, je crois pouvoir dire, parce que j'avais fait une petite recherche pour vérifier, on dit préélémentaire maintenant dans les textes, pourtant tout le monde dit mon enfant est à l'école maternelle, etc. Et donc, c'est en fait, dire préélémentaire, c'est détacher de la maternité les premières années de l'enfant, comme si finalement ce serait aux femmes de s'occuper des enfants durant leurs premières années encore plus, cette idée d'instinct maternel et tout ça. Donc oui, ça permet de détacher et de dire aussi au père, en fait, ça viendrait à l'esprit de personne dire école paternelle d'ailleurs. Donc en fait, père comme mère, on peut s'occuper des enfants et c'est pour ça que j'essaye de plus le dire. Oui, mais tu fais bien. Je te laisse répondre à la deuxième partie de la question. En fait, que ce soit sur les rapports, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rapports qui disent que les rôles entre petits garçons et petites filles se distinguent du coup, pendant l'école préélémentaire, donc maternelle. Et puis, c'est aussi ce que j'ai constaté sur le terrain avec ma fille, donc qui est maintenant en CP. C'est-à-dire que, par exemple, dans la classe, il n'y avait pas d'incitation. Là, je parle donc quand elle était en grande section. Plus spécifiquement, vous allez voir pourquoi. Il n'y avait pas d'incitation à jouer de manière tous et toutes ensemble. Au contraire, c'était l'inverse. Donc, je précise que c'était une école publique dans Paris. C'était l'inverse. Pourquoi ? Parce que l'institutrice, et probablement qu'elle n'avait pas du tout... Elle n'était pas du tout de mauvaise volonté, c'était pas elle s'est pas dit je vais faire exprès qu'ils jouent dans 2 groupes séparés, etc. Pourtant, sans se poser la question, je crois, et par le fait de manque de formation et notamment ce type de programme, quand les enfants rentraient dans la classe, elle et ils devaient ranger leur prénom dans la colonne fille ou garçon. Donc ma fille prenait son nom, donc son prénom Diane. Et ensuite, elle faisait quelques pas, et puis il y avait un tableau, puis elle devait le ranger dans la colonne fille. Et j'en parlais avec des parents d'élèves que je connaissais. Ils m'ont dit, oui, depuis qu'il y a ça, c'est vrai que j'ai l'impression que donc leur fils a tendance à ensuite aller jouer avec le groupe garçon. Et donc, c'est là où finalement on stigmatise les uns et les autres. Et quand j'en ai parlé avec la directrice, parce qu'en fait, je n'ai même pas voulu en parler avec elle, c'est-à-dire que j'ai été convoquée par elle parce que je m'en étais ouverte sur une discussion WhatsApp de parents d'élèves. Que visiblement, une journaliste qui travaille au Jour du Seigneur n'a pas aimé ma question. Mais c'est chouette, dis donc, l'école de Tu as été balancée par le Jour du Seigneur. J'ai été convoquée, j'ai été appelée, la directrice m'a demandé de venir, et là, elle m'a dit écoutez, les problématiques d'éducation, donc typiquement ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Elle a pris son index comme ça, elle fait ce n'est pas de la responsabilité de l'école, et puis lire les contes de fées, et puis se trier par filles ou garçons, c'est une tradition de l'école maternelle. Je vous assure comme ça. Ça ne changera pas. Voilà. Et donc, école laïque, de Paris. Et là, je me dis, mais où est-ce qu'on est ? Est-ce que vraiment, on est en plein backlash ? Et donc, c'était impossible de discuter avec elle. Il y avait les représentantes élues des parents d'élèves syndiqués qui étaient à côté de moi. Elles étaient terrorisées. Elles disaient rien. Ouais, au moins, tu n'étais pas la seule à réagir comme ça. Enfin, à être choquée de son comportement. Le problème, c'est que les 2 syndiqués à côté de moi, comme elles jonglent avec des problématiques de diplomatie avec l'école, elles n'osaient trop rien dire.
Et d'ailleurs, j'ai enregistré la conversation. Parce qu'à un moment, je lui ai dit, bon, attendez, je me mets en mode avion. Puis j'ai posé mon téléphone comme ça. Parce que c'était lunaire. Et je me dis, mais où est-ce qu'on va ? Et puis de me dire aussi que les agressions sexuelles, on n'allait pas... Enfin, c'était pas à l'école de prévenir, c'était aux parents. Et donc, tout ça pour dire, on est loin. Mais on est tellement loin. J'ai l'impression qu'à mon époque, c'était moins le cas, en fait. Je suppose que ça dépend quand même des directeurs et directrices d'école, qu'il y en a qui doivent être plus ou moins éveillés. Je l'espère, en tout cas. Oui, j'espère aussi. Ouais. Que c'est le cas. Mais j'ai eu une discussion avec une copine il y a quelques jours qui me disait que sa fille de 5 ans lui disait déjà qu'elle aurait préféré être un garçon parce que du coup, elle pouvait faire du foot dans la cour. Et au moins, comme ça, elle avait le droit de se déguiser en Spider-Man, etc. Et je me dis, 5 ans, être capable déjà de formuler ça et avoir déjà eu cette réflexion-là, ça m'a paru absolument terrible. Du coup, je voudrais vous montrer une petite... Eugénie, puisque tu as devancé le sujet, alors attention, comme je suis néophyte sur Twitch, je vais peut-être détruire l'ordinateur à la seconde où je vais appuyer là-dessus. Hop, je voudrais vous passer une petite vidéo. Eugénie Bastier, c'est à vous. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous revenez donc sur cette initiative étonnante de la mairie écolo de Strasbourg qui veut dégenrer les cours d'école. Écoutez, les contribuables de la ville de Strasbourg doivent être ravis. Leur argent est bien utilisé. La mairie, dirigée depuis 2020 par l'écologiste Jeanne Barséguian, a décidé de dégenrer les cours d'école pour les rendre plus inclusives. En ligne de mire, les petits garçons qui occuperaient par leur jeu de ballon bien trop d'espace. 80% selon l'adjointe en charge des égalités de genre de la ville. Alors comment le sait-on ? Eh bien parce qu'on a installé des capteurs sur les vêtements des enfants pour mesurer leur localisation dans la cour de récréation. Depuis 6 mois, 125 élèves de primaire de tous les niveaux des différentes écoles portent des gilets connectés, se vante l'élu. La directrice d'une école élémentaire qui s'est prêtée à l'expérimentation affirme, elle, carrément, qu'empêcher de jouer les petits gars au ballon permettrait de mener, je cite, une lutte contre des milliers d'années de patriarcat. Alors cette alliance du progressisme et de la technologie a quelque chose, je trouve, de totalitaire. Il s'agit de remodeler totalement les comportements afin d'arriver à une stricte égalité de résultats, y compris dans la répartition géographique des corps, surveiller et déconstruire. Bon, c'est quand même problématique, Eugénie, que les grands garçons prennent plus d'espace que les filles, parce qu'il y a aussi que les petits sont mis sur le côté de la cour au profit des grands. Pourquoi en fait ? Ça dépend de la nature des jeux. Affirmer que toute différence est une inégalité, que toute inégalité est une injustice, c'est le propre du progressisme. Mais c'est pas forcément vrai. Pour la gauche, les petits garçons et les petites filles seraient naturellement les mêmes, mais c'est la société qui leur inculquerait une manière différente de se comporter, de jouer. Eh bien, c'est faux. Des études ont montré que dès la naissance, les enfants avaient des sensibilités différentes dans le choix de leurs activités. La plus importante étude jamais publiée sur le sujet montrait que les préférences en matière de jeux liées au genre peuvent être considérées comme une constatation bien établie, et ce, dès l'âge de 9 mois. C'est pourquoi d'ailleurs la déconstruction est inefficace. En Suède, le pays qui promeut officiellement l'égalité des genres, où les catalogues des magasins de jouets sont dégenrés, les enfants ont exactement les mêmes préférences que dans les autres pays en matière de jeux. Les garçons ont plus d'outils de véhicules, jouent plus au ballon. Les filles ont plus d'articles ménagers, d'objets pour prendre soin des autres et des vêtements. Et oui, il y a une différence des sexes. Bon, donc on ne fait rien pour ce qui se passe dans la cour de récré. Écoutez, en tout cas, croire qu'on va pouvoir améliorer d'un iota la condition féminine en végétalisant les cours de récréation, c'est un peu comme penser que parler en écriture inclusive va créer des femmes puissantes. C'est de la pensée magique. D'ailleurs, je voudrais noter qu'il y a une inégalité des sexes à l'école dont on ne parle jamais. C'est le retard des petits garçons sur les petites filles au niveau scolaire. Sachez qu'ils accusent en moyenne un retard d'1 an par rapport aux filles dans les pays de l'OCDE. Ce décrochage des petits garçons est bien plus préoccupant que leur occupation géographique de la cour de récré. Qu'on apprenne donc à nos petites filles et à nos petits garçons à écrire, lire, compter. L'accès aux savoirs fondamentaux est le principal levier de l'égalité des sexes. Pour le reste, comme dirait Pompidou, arrêtez d'emmerder les enfants. Voilà, dites aux grands garçons qui jouent au foot au milieu, allez dans les... Voilà, donc arrêtez d'emmerder les enfants. Évidemment, moi j'ai voulu réagir dans la dernière chronique que donc j'ai fait là-dessus parce que vraiment je trouvais ça c'est presque caricatural tout ce qu'elle enchaîne Eugénie Bastier. Je pense notamment à la Suède et d'ailleurs je te laisserai répondre là-dessus. Mais d'abord votre première réaction, mesdames, sur cette chronique. Ma première réaction, c'était en lisant ta chronique hier. C'était alors, sur le print, sur le journal, c'était écrit pauvre Eugénie. Je dis ah ouais, elle parle de moi. En fait, non.
Non, mais plus sérieusement, je constate que Jenny Bastier, en tant que grande journaliste, ne source absolument pas, c'est dire, parce que les grandes études, on ne sait pas d'où elles sortent, ces études. On peut le dire, selon une grande étude qui est sortie hier, avec une voix plus convaincante, ça marche très bien. Une grande étude. Plein d'avocates et d'avocats le font à la barre. Parfois, des trucs lunaires, et ça passe. Parce que, Mais voilà, quand on est journaliste, en tout cas, ça marque un peu qu'elle donne pas vraiment des chiffres, c'est toujours des proportions, pour démontrer un truc qui n'existe pas. On dirait un peu un sketch, en fait. Je pense qu'elle devrait faire un one-woman show. Et peut-être que si les petits garçons, sont plus mauvais en maths, c'est parce qu'ils jouent trop au foot, d'abord. Une grande étude pourrait le montrer. Après, je te rejoins complètement, c'est-à-dire que manque de stats, manque de sources, et je pense parce qu'en réalité, probablement que les rapports qu'elle a cités existent, on leur fait dire ce qu'on veut au rapport, mais moi je pose la question suivante, c'est-à-dire que pour penser qu'en naissant, on préfère les petites voitures aux poupées, je veux dire, il faut quand même avoir une vision vachement étriquée des choses. Et puis, j'irais même pas dire qu'elle n'est pas progressiste ou qu'elle est progressiste. Si on détruit toutes ces catégories, est-ce qu'on pense sincèrement, alors même qu'on connaît le code ADN complet depuis 1953, c'est hier, qu'on va savoir comment notre cerveau est configuré? Mais je trouve ça d'une ultra pédant, il n'y a aucune remise en question, on ne sait rien en fait aujourd'hui. Je veux dire, XYXX, ça date de 1909, c'est Nettie Stevens, une biologiste femme, donc, qui avait isolé le gène, en tout cas XY. Et XX, je veux dire, qui avait démontré les différences génétiques hommes-femmes. Mais en fait, donc, du coup, Jenny Bastier, elle caricature tout. Et en plus, elle se pose en sachante d'un domaine où, visiblement, elle ne connaît rien. Donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Probablement, on sera tous et toutes morts avant de savoir. Encore une fois, le code génétique, on le connaît depuis très peu de temps, 1953 au complet. Et aujourd'hui, il y a un domaine faramineux de la science qui s'ouvre, qui est absolument passionnant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la réaction de l'expression des gènes face à la culture. Donc, par exemple, comment votre génome va s'exprimer différemment en fonction de l'alimentation, en fonction des chocs traumatiques. Et donc, vous me voyez venir, en fonction des violences faites aux femmes. Sachant que même in utero, donc un fœtus, il est déjà exposé à l'environnement. Et puis, on sait aujourd'hui donc que ça, c'est quelque chose justement, on ne sait rien. C'est-à-dire que même aux États-Unis, où ils sont plutôt en avance sur la question, ils n'arrivent pas encore à déterminer exactement quel est l'impact de la culture sur l'expression des gènes. Et en France, il y a un rapport du Sénat des années 2010 qui dit qu'on a 20 ans de retard sur le sujet. Donc si le Sénat le dit, je pense qu'on peut multiplier par 3. On a 60 ans de retard sur le sujet. Donc aujourd'hui, affirmer que les garçons c'est ça, les filles c'est ça, et que les filles elles aiment le rose, et que c'est génétique, je veux dire, c'est du délire complet. Oui, puis ce que je trouve en plus très très caricatural, et là je te rejoins du coup sur le côté sketch, c'est qu'elle oppose tu vois, quand elle parle notamment de la végétalisation des cours, du coup elle oppose le fait de mettre un peu plus de verdure et l'écologie au progressisme, et donc du coup à ces idées réactionnaires, etc. Et c'est là où c'est complètement caricatural. C'est fascinant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas besoin effectivement qu'il y ait plus de verdure dans les villes? Ça paraît une évidence, et même les conservateurs vont être d'accord avec ça. Et donc du coup, je trouve que tout ce qu'elle dit est tellement... Enfin, moi, j'avoue que quand j'ai vu cette chronique pour la première fois, je me suis dit non, mais il faut que j'écrive là-dessus, parce qu'en fait, c'est drôle si ce n'avait pas des conséquences derrière. Mais du coup, pour reprendre ce que tu disais, Eugénie, tout à l'heure, sur cette fois-ci toi, Eugénie, et pas Eugénie Bastier, sur Edith Marie-Jules, parce que j'invite vraiment toutes les personnes qui nous suivent à aller regarder son travail. Elle a fait un formidable travail justement autour de la cour de récréation, et donc c'est des études et puis une idée qui avait moins de place, je dirais il y a 10-15 ans, c'était moins connu. J'ai l'impression que ces dernières années on en parle plus, donc que les petits garçons concentrent se servent en fait de la plus grande partie, donc 80% de la cour d'école, alors que eux-mêmes ne représentent pas tous les garçons, c'est seulement les garçons qui jouent au foot, et que du coup les petites filles se structurent, et tous ceux qui jouent pas au foot se structurent avec l'idée qu'il faut éviter le ballon, qu'il faut contourner l'espace du foot pour aller aux toilettes, et donc ça structure en fait ton rapport à l'espace public. Et comme c'est ton premier espace de socialisation quand tu as un enfant, la cour, c'est ton premier espace public que tu fréquentes, ça a des conséquences dramatiques. Et Edith Marie-Jules,
Parce que je l'avais interviewé où je lui disais mais pourquoi est-ce que quand on passe devant un city stade ou devant un skatepark, il n'y a que 2 nanas pour 20 garçons? Comment ça se fait? Et donc elle m'avait dit plusieurs choses. La rue est pensée pour les hommes. Il n'y a plus de toilettes publiques. Donc au bout d'un moment, les femmes, quand elles vont avoir envie d'aller aux toilettes, elles ne pissent pas partout contrairement aux hommes. Et donc du coup, elles vont vouloir rentrer chez elles et en fait, elles ne sortent plus. De toute façon, les femmes et les hommes ont un rapport différencié à l'espace public. Les hommes s'attardent dans l'espace public quand les femmes vont d'un point A à un point B. Et puis, l'une des réalités aussi, c'est que seulement 6% des noms de rue en France portent des noms féminins. Oui. Et qu'on te fait comprendre de toute façon que ça n'est pas l'endroit où tu dois être, quoi. Ouais, et faire formidable. On doit pouvoir retrouver sur l'Humanité une interview que j'avais faite avec elle. Et enfin, je suis pas la seule. Et elle est vraiment formidable. Mais Lisée, elle a fait un bouquin. En plus, elle est drôle et elle est sympa. Non, mais ça compte, quoi. C'est une nana, voilà, qui est vraiment chouette à tout niveau. Et elle est pas la seule à faire ça. En banlieue parisienne, à Villejuif, j'avais visité une école primaire où ils étaient justement en train de la transformer. Je crois qu'au Lila, il y a eu aussi des écoles qui se sont transformées. Donc ça commence, hein. Il y a quand même une réalité. Parce qu'elle est à la fois sociologue et puis elle s'occupe, je crois qu'elle est en Gironde, hein, c'est ça. Elle s'occupe avec le département d'intervenir dans les collèges et dans les écoles pour transformer justement les espaces publics, les premiers espaces publics des enfants. Et puis en fonction de ce qu'on va faire, donc une petite fille, un petit garçon, si elle ou il va privilégier un jeu plutôt que l'autre, les connexions neuronales vont se faire différemment aussi, puisqu'on développe des compétences différentes en fonction des activités. Donc c'est sûr que si on considère que c'est inné et que c'est établi depuis toujours, alors qu'en fait on se rend compte justement, il y a eu des travaux avec des IRM sur les cerveaux des enfants qui montrent qu'il y a très peu des connexions neuronales qui sont déjà établies et que donc en réalité, on dit souvent le dicton, on devait connaître, les filles sont nulles en orientation. Et donc cette étude faisait le lien avec le fait que comme on jouait notamment pas au foot et qu'on avait moins des jeux d'orientation dans l'espace, et bien finalement on développait moins de connexions neuronales en lien avec cette compétence-là. Donc le cerveau est plastique. Si vous tapez plasticité cérébrale sur Internet, je pense que vous allez trouver plein de documentation là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on ne fait pas que perdre des connexions à partir de 25 ans, comme on le pensait il y a quelques dizaines d'années. C'est-à-dire que justement, on peut encore en développer des nouvelles et qu'on ne fait pas que finalement dépérir après 25 ans. Donc tout ça veut dire que nos choix culturels, ils ont une incidence sur les compétences qu'on développe. Oui, elle est géographe du genre, Edith Marie-Jules. Elle travaille spécifiquement là-dessus. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, Violaine, moi je vois bien la catégorie qu'on est là de journalistes sportives. Donc il y a à peu près 3000 journalistes de sport en France et on est à peu près 300 femmes à faire ce métier. Je mettrais ma main à couper qu'on est toutes les deux, trois nanas qui jouaient dans la cour avec les garçons. Parce que justement, on est par un bout des affranchis, parce qu'on a toujours eu cet amour du sport, parce que notre père, qui n'a pas eu de garçon, nous l'a transmis à nous, parce que la famille, etc. Alors parfois c'est la mère, mais plus généralement quand même c'est le père. Et donc c'est vrai que on est encore trop là-dedans, effectivement, sur le sport qui permettrait de sentir son corps tout simplement, et du coup de sentir qu'on court vite, etc. Ça permet d'être moins mal à l'aise dans la rue. Et je me souviens de toutes les fois où je rentrais tard de l'entraînement, etc. Il ne m'est jamais rien arrivé. Et moi je traînais en bas de la cité, etc. à Ivry, il ne m'est jamais rien arrivé. Et quand j'ai compris que en fait on poussait les filles à rester chez elles, mais que c'était chez elles qu'elles étaient le plus en danger, j'avoue que j'ai été terrifiée. Qu'est-ce que vous en pensez? Que tu as raison, malheureusement. Oui, tu as raison. Les stats le démontrent. C'est-à-dire que, bon, après, cette volonté de ne pas voir, comme on disait tout à l'heure, de l'extrême droite. Mais en réalité, on encourt plus de risques avec nos proches que dehors. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un souci avec la sécurité. On peut en discuter. Et ça, c'est un débat. C'est vrai qu'à gauche, c'est devenu tabou d'en parler. On pourrait en parler. On devrait le faire. Mais en revanche, c'est aussi parce que 90% des agressions sont perpétrées par des proches. Donc, à un moment, il faut aussi parler de l'urgence. Et là, l'urgence, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait plus 3 enfants par classe qui soient victimes d'inceste, pour que on ne soit plus dans cette remontée des stéréotypes, puisqu'on voit que les 18-24 ans sont en pleine remontée de stéréotypes. Il y a une étude de SIDAction dont on parlait tout à l'heure avec Eugénie avant de commencer l'émission, qui dit que chez les 18 à 24 ans,
une personne sur 3 considère que forcer sa compagne, copine, à avoir une relation sexuelle, même si elle a dit non, n'est pas un viol, parce que c'est sa copine. Voilà. Donc 1 sur 3, c'est énorme. Bah oui, puis ça, ça rejoint ce qu'on voit au procès des viols de Mazan, en fait. Voilà, enfin, si le mari a dit que c'était d'accord, c'est d'accord. Enfin, c'est le mec qui décide. Le consentement par procuration, pas de problème, quoi. Enfin, c'est vraiment, on voit qu'il y a une ignorance, à quel point, pareil, elle est feinte ou pas, mais malheureusement, je crois qu'elle est parfois pas feinte, en fait. Peut-être que cette volonté d'ignorer, ça permet aussi à une partie de la population de se rassurer. Finalement, même nous, ça nous rassure, de nous dire, on préférerait penser qu'on a plus de risques d'être agressé par un monstre, puisqu'il y a une distanciation avec le monstre qui se fait, on a moins de chances, moins de risques de le croiser. Alors que prendre conscience que c'est par les proches, c'est flippant. En revanche, pour les hommes qui ont déjà été violents, alors pour eux, c'est pas juste flippant. C'est que si, effectivement, demain, il y a ces cours et qu'il y a des enfants qui réalisent que ce qu'ils ont subi par ces hommes, c'est de l'inceste, c'est une agression. S'il y a des femmes qui, demain, réalisent qu'en fait, oui, c'est un viol et que oui, du coup, leurs troubles de stress post-traumatique, leurs états d'urgence, le trouble de stress post-traumatique, ça va par exemple se manifester quand d'un coup, on se sent en danger alors qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais on stresse et on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'elles feront le chemin de se dire... Ah, mais en fait, cette scène-là, dont je me souviens, c'était un viol. Et donc, ces hommes qui ont des monsieur tout le monde ont tout intérêt à ce que ces femmes ne percutent pas et continuent d'être dans le déni. Mais peut-être que c'est ça l'une aussi des explications sur effectivement cette histoire de déni. Peut-être qu'il y a aussi une peur panique que les chiffres continuent d'augmenter. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez terrifiant à se dire, les chiffres sont déjà extrêmement importants et que ça puisse être encore plus important, il y a quelque chose d'assez paniquant peut-être, non ? Oui, on n'a pas envie de. Alors de peut-être que ça, si des vrais chiffres étaient exposés plutôt, parce qu'on n'a pas encore parlé des moyens. Et je pense qu'il faut absolument qu'on parle de la thune qu'il faut. Budget, 2,6 milliards d'euros. Voilà. 2,6 milliards. Mais voilà, et c'est peanuts par rapport à ce que ça coûte les violences. Ça, franchement, il faut toujours le dire, c'est que. Tout l'argent ne compensera jamais, on demandera jamais suffisamment par rapport aux économies qu'on va faire au budget de l'État plutôt que de traiter les conséquences des violences. Tout à fait. Il y a une étude, probablement que c'est celle-ci à laquelle tu penses, de Lucille Pétavin, ça s'appelle « Le coût de la virilité ». Et ça montre à quel point on paye de l'argent pour finalement pour colmater les problématiques causées par ce système à 2 vitesses. Et puis j'ajouterais aussi que les femmes sont les premières victimes du patriarcat, bien sûr, mais quand même, je me dis que pour un homme, bon, je suis pas un homme, mais c'est quand même pas agréable, il me semble, de devoir être celui qui est viril, qui décide de tout et qui du coup doit gagner de l'argent, être sportif, ne jamais ressentir rien de possiblement faible, ne pas avoir d'émotions. Et puis du coup, si on continue ce mouvement, donc potentiellement être violent, violer, agresser, etc. Et préférer les femmes endormies ou passives. Voilà. Tu voulais parler des moyens, Eugénie ? Oui, des moyens, voilà. Puisqu'on va revenir un tout petit peu sur notre sujet, l'enseignement, les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, il faut les financer. Il faut les financer. Il faut que les associations qui font ça très bien, à la fois pour intervenir dans les classes, mais aussi pour former les enseignants qui vont en avoir la charge, il faut qu'elles aient les moyens de fonctionner. Et c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, il y a des offensives, non seulement de la part d'associations réactionnaires, de la part de partis politiques, mais il y a aussi des propositions de loi du Rassemblement national pour couper les budgets de toutes ces associations. Il y a les attaques contre le planning, c'est pas juste des attaques sur les réseaux sociaux, c'est aussi des attaques budgétaires en fait. Oui, ça attaque à tous les assos de gauche. Voilà. Il y a une ville où ils avaient coupé l'électricité du secours populaire. Oui. Absolument. Donc c'est vraiment, le danger, il est là. Le danger, c'est d'avoir à la limite ce très beau texte qui passe. Et c'est un décret, donc il suffit de le signer. Il suffit qu'il y ait un ministre pour le signer. Ça, c'est encore un autre problème. Ça ne va pas passer devant l'Assemblée nationale. Non, c'est un décret. C'est bien ça. Hein. Alors pour le coup, c'est du droit public. C'est-à-dire que moi, je suis spécialisée en droit privé. Donc droit public, c'est tout ce qui touche à l'État. Bon, décret. Alors décret, je l'affirme. Voilà. C'est bien. J'aime entendre ça. On est entre nous.
Donc, oui, non, ça sera un décret. Donc, a priori, il va y avoir une réunion le 11 technique de concertation, etc. Parce qu'il y a tout un tas de détails techniques à régler. Et normalement, ça devrait pouvoir passer. Mais c'est parce que c'est déjà la loi, en fait. C'est déjà la loi. Oui, tout à fait. Juste qu'on précise les choses, quoi. Et peut-être qu'on en reparle et peut-être que il faut des moyens derrière. Oui. C'est-à-dire que s'ils prennent effectivement un texte en application de la loi de 2001, effectivement, oui, c'est par voie de décret parce que donc. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste en droit public. Le droit public, c'est les relations entre administration et administrée. Moi, je suis en droit privé. Et donc, si une loi existe, voilà, de mes connaissances en droit public, on doit prendre éventuellement un décret d'application ou une circulaire pour l'interpréter. Par contre, ce n'est pas une nouvelle loi. Donc, ce qui montre à quel point on est en retard, puisqu'effectivement, c'est une loi de 2001. Voilà. On aurait déjà... genre, je ne connais pas ton âge, mais en tout cas, pour ma part, ça veut dire que j'étais encore au lycée de 2004, 2005, 2006. J'aurais dû avoir ces cours, je ne les ai jamais eus. Voilà. Oui, j'ai 35 ans et j'ai eu mon bac en 2007. Moi, j'ai beaucoup plus et j'ai jamais eu ce genre de cours, en fait. Et c'est déplorable, en fait. Il y aurait eu besoin, bien sûr qu'il y aurait eu besoin. Comment peut-on penser qu'on soit une société égalitaire, citoyenne, si on n'apprend pas, en fait En fait, on en voit les conséquences. On voit le nombre de viols, on voit les sujets actuels sur le consentement et on voit bien, effectivement, le procès de Mazan. À quel point est-ce que, effectivement, une société qui ne s'éduque pas, ça donne ça. Ouais. C'est très clair. Mesdames, on va encore échanger quelques instants, mais ensuite, on va se quitter. Du coup, par rapport au 11 décembre, donc si ça passe par décret, je comprends mieux pourquoi est-ce que la droite et l'extrême droite en fait essayent de créer la polémique et de créer le débat autour de ce texte, parce qu'en fait il va jamais être voté et donc ils ont surtout pas envie que ça passe en catimini entre guillemets. Puis quid de la censure? En ce moment, on entend on ne sait pas. Il faudra quand même qu'il y ait un ministre pour le signer. Oui, voilà, et ça reste, voilà. Et apparemment, l'actuel ministre avait l'air tout à fait disposé à le faire, quoi qu'on pense son délégué là. Et donc, elle était même montée au créneau pour le défendre, ce qu'on peut mettre à son crédit, sans pour autant lui donner un blanc-seing. Voilà. Oui, il faudra voir ce qui se passe au niveau gouvernemental. Voilà, s'il y a une motion de censure qui est votée, je pense que forcément, ça va avoir une répercussion sur ce programme qui ne pourra pas être adopté par décret. Donc ça va remettre encore à plus longtemps. Donc là, on est dans un climat politique clairement incertain et donc pas du tout propice à des avancées pour les droits des femmes. C'est regrettable parce que, comme tu le disais, Eugénie, ce texte en soi, il est bien, même si... D'habitude, on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Oui, je suis avec Aurore Berger. Moi, vraiment, le fait qu'Aurore Berger soutienne ce texte, je me dis, mais qu'est-ce qu'il contient ? Aurore Berger, elle soutient tout ce qui émane du pouvoir. Oui. C'est sa marque de fabrique. Donc, n'importe quoi, elle aurait soutenu à partir du moment où quelqu'un qui peut lui accorder quelques privilèges a dit oui. Tu sais, c'est tout simple, la politique. Non, je suis méchante. Au moins, ça montre, ça montre qu'on est capable de dire aussi quand quelque chose est bien et que ça vient pas forcément de gauche. Enfin, j'ai envie de dire, ce texte est bien par rapport au programme. Il faudra voir les moyens adoptés et quel est le texte définitif. Peut-être que le texte définitif... puis tu disais les potentielles sanctions aussi qu'on pouvait mettre derrière. Ça, ce serait idéal. Il faut quand même rappeler que si on aboutit à ce texte, c'est quand même les combats de gauche qui ont amené au fait qu'aujourd'hui, on puisse en parler. Voilà. C'est clairement pas... Si on avait attendu les bras croisés... c'est un conquis, ce texte. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, j'ai vu une vidéo d'une pauvre infirmière en pleurs à cause de harcèlement suite à des séances d'éducation affective, disant que beaucoup de ses collègues refusaient de les faire justement à cause de ça. Donc, s'il n'y a pas des sanctions qui sont mises en place, potentiellement, il peut y avoir effectivement des endroits où ça n'arrive jamais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. C'est un peu la tradition législative française. Mais est-ce que c'est des cours, c'est des cours qui sont obligatoires. Est-ce que si on n'avait pas de cours de maths pendant un mois, est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce que les établissements se bougeraient pas un peu, les parents se bougeraient pas? C'est vrai que parfois, quand on renverse et qu'on regarde le prisme de l'autre côté, ça semble dingue. Par exemple, s'il y avait autant d'hommes qui étaient victimes de viols, d'agressions sexuelles, d'ailleurs, il y a une trend sur les réseaux sociaux en ce moment où c'est des filles qui dénoncent le sexisme ordinaire en se comportant comme des hommes. Et donc, par exemple, elles disent, pour dire bonjour à un de mes collègues, j'ai pris par la taille. Et en fait, si on inverse ces comportements, ça semblerait complètement hallucinant. Et nous, on est habitués à accepter, entre guillemets, ce genre de violence. Et ça sent que ça choque personne. Enfin, plus ou moins. Le sexisme ordinaire ne choque pas trop quand même. C'est-à-dire quand on remonte le fil, parce que ces violences, ça vient pas de nulle part, ça vient effectivement d'un terreau. Et quand on dit, mais pourquoi considérer les femmes comme fragiles? Pourquoi est-ce que mes fesses sont plus fragiles que les tiennes? Pourquoi tu peux pas t'asseoir sur la banquette? Pourquoi c'est moi qui dois m'asseoir sur la banquette? Donc, vous voyez, ce genre de stéréotype de fragilité, qu'il faut prendre soin de nous, le revers de la médaille, c'est la violence. Et ça, tant qu'on l'aura pas compris, je crois qu'on continuera de ramer. C'est sûr.
Merci beaucoup, mesdames, pour cet échange riche et d'être revenus donc sur cette actualité et sur donc ces programmes scolaires qui vont, on l'espère, changer incessamment sous peu, ou en tout cas aller au bout de l'idée sur l'éducation à la vie affective. Dans quelques instants, il va y avoir Théo et Raphaël qui vont revenir pour bien faire un petit débrief. Ils vont revenir sur la première émission Ça ira, la grosse émission de l'humanité qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. Vous l'avez peut-être regardé avec François Ruffin notamment comme invité politique, avec deux agriculteurs qui sont venus parler de la situation de l'agriculture aujourd'hui en pleine crise, et puis l'équipe du film L'histoire de Souleymane, qui est un film absolument magnifique si vous ne l'avez pas encore vu. Donc Raphaël et Théo viendront débriefer avec vous sur ce qui a pu être fait. Donc surtout restez bien connectés sur ce qu'ils ont, sur ce que vous avez apprécié, moins apprécié, les changements peut-être que vous avez envie de voir. Et puis, si vous êtes très très sage, peut-être qu'ils vous donneront des scoops sur les prochains invités du 18 décembre. On me dit dans l'oreillette qu'ils ne donneront aucun scoop. Si vous êtes très gentil, je suis sûre que Raphaël finira par le faire. Ils sont plus difficiles à soudoyer que des politiques. En même temps, c'est pas très compliqué. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Eugénie B, tu es du bon côté de la barrière. C'est B aussi. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Donc toi, on t'aime, Eugénie B. Mais oui, moi aussi. Et Violaine, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai commandé ton livre et je vais le lire. Merci. Classé sans suite. Classé sans suite, oui. Là, j'écris le deuxième, donc très bien. Achetez le premier, c'est vrai. Et ce sera sur quoi Attends, un petit scoop. Ah, nous aussi, on est fort. Je peux pas dire le titre et tout, mais ce sera en lien avec l'extrême droite et le féminisme, bien sûr. Ok. Donc des sujets hyper fun encore. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Violaine. Merci.